Bien voilà, j'accueille dans ces studios virtuels de Géopolitique Profonde TV et dans sa matinale Régis Le Sommier. Bonjour Régis et bienvenue donc dans cette matinale. Bonjour Nicolas. Voilà, on rappelle Régis Le Sommier, journaliste, grand reporter. Il est ancien directeur adjoint de Paris Match. C'est le directeur de la rédaction du média Omerta. Eh bien, mon cher Régis, je sais que vous avez pendant plusieurs années, en tant que justement journaliste et grand reporter, bien fréquenté les États-Unis d'Amérique. Vous avez même interviewé un certain nombre de chefs d'État américains. Vous connaissez très bien le système politique, électoral, peut-être aussi américain. Nous avons eu à plusieurs reprises David Lane, qui est un expert du système électoral en France, en tout cas du système américain. Il y a plusieurs articles dans le magazine Causeur où il explique que la plus grande démocratie du monde a parfois un système électoral digne, dit-il lui-même, mais je reprends à mon compte la paternité de ses propos, digne d'une république bananière. En tout cas, ils n'ont pas le système électoral si sûr qu'on le dit. Et avant les élections de 2020 et le scandale qui s'en est suivi, je crois que c'était admis, Régis Le Sommier, globalement, que le système électoral américain était quand même assez exotique. Je crois que même Jimmy Carter, à un moment donné, avait dit, si on m'avait demandé de surveiller en tant qu'étranger une élection américaine, j'aurais refusé parce que c'est quand même très particulier le fait que évidemment le droit électoral, le système électoral soit différent d'un comté à un État et qui explique que les fraudes sont peut-être plus faciles dans ce type de système qu'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez avant de débuter notre entretien sur l'Amérique en général. C'est sûr que quand il n'y a pas de vainqueur clairement identifié, et ce qui arrive quasiment à chaque élection, c'est-à-dire qu'il y a quand même un suspense, alors suspense qui rend la chose aussi intéressante, qui rend l'exercice démocratique américain intéressant. Mais la dernière fois, enfin c'était déjà arrivé. Alors le cas d'école évidemment, c'est Al Gore contre George Bush en 2000. Là, on attend plusieurs semaines avant que un juge en Floride finisse par déclarer George Bush vainqueur. À l'époque, sans qu'il ait le suffrage électoral, en fait, sans qu'il ait le vote populaire. Voilà. Donc, il y a eu je vais dire, ce premier dysfonctionnement majeur qui a été remarqué pendant cette élection de 2000 et qui s'est reproduit. Moi, j'avais couvert l'élection de 2004, la réélection de George Bush, qui avait été plus confortable, on va dire, et pour laquelle il avait remporté le vote populaire en 2004, mais il y avait eu aussi des retards avec des États qui mettent plus de temps. Alors là, en l'occurrence, pour ce qui est d'aujourd'hui, on apprend que le Nevada pourrait attendre plusieurs semaines déjà avant de rendre son verdict et ses élections. Alors, ça ne sera pas grave si les quelques délégués du Nevada, je crois qu'ils sont au nombre de 4 ou de 8 peut-être, je fais peut-être l'erreur. En tout cas, c'est pas un État extrêmement important, mais en tout cas, c'est un État qui peut apporter, qui peut être décisif si l'un des candidats remporte plusieurs États de façon confortable, on oubliera le Nevada. Mais voilà, on en est là. Pourquoi Régis Le Sommier? Pardon? Pourquoi le Nevada va attendre aussi longtemps pour rendre le résultat? Parce qu'il y a j'ai pas regardé dans les détails, mais si vous voulez, le problème de ce qui se passe aux États-Unis, on pourrait dire, oui, d'une élection à l'autre, on pourrait améliorer les choses, faire en sorte que ça soit plus fluide, que le comptage puisse commencer et être efficace le jour J, et qu'on puisse avoir un président désigné clairement. Mais en réalité, les États sont assez jaloux de leurs prérogatives, de leur forme d'archaïsme parfois. Vous savez, quand il y a les primaires, vous avez
un système de désignation des candidats qui s'appelle les caucus, par exemple, qui est en fait complètement hérité des communautés, des premières communautés américaines à s'installer dans ces États. Donc il y a une tradition qui est extrêmement importante et qui se retrouve et des spécificités de chaque État qui se retrouvent à chaque élection, et on ne veut pas changer ça, et on se rend compte qu'en fait les choses ne s'améliorent pas finalement. La démocratie américaine, il faut le rappeler aux auditeurs, évidemment, ce n'est pas le suffrage universel, ce sont les délégués, avec un certain nombre de délégués en fonction de la population des États, et en l'occurrence, que vous habitiez, il faut bien le rappeler, moi j'ai 2 enfants qui habitent en Californie qui vont voter aujourd'hui, leur vote ne compte pas. Je m'explique, les votes de l'État de New York ne vont pas compter non plus. Ceux du Texas républicain ne vont pas compter non plus. Si vous voulez, les États qui vont faire l'élection, ils sont au nombre en gros de 10, et ils se trouvent en général géographiquement situés au milieu du pays, dans le Middle West. Et ça, c'est ce qu'on appelle les États pivots, et c'est ceux-là qui, en faisant pencher la balance pour un candidat ou pour l'autre, vont lui permettre de remporter l'élection. C'est comme ça que la démocratie américaine fonctionne. Donc les gros États, ou républicains ou démocrates, ils vont rentrer dans la comptabilité, mais il n'y aura pas beaucoup de surprises en Californie et au Texas, par exemple, pour prendre 2 extrêmes. La Floride, qui à une époque était un État pivot, est aujourd'hui fermement dans le camp républicain, donc il n'y aura pas beaucoup de surprises là. En revanche, les vraies interrogations, le vrai suspense, il va être véritablement dans un État, par exemple, l'État typique, la Pennsylvanie, où d'ailleurs les 2 candidats se trouvaient hier pour faire leur dernier meeting de campagne entre le Michigan. Enfin, ils en ont fait plusieurs pendant la journée. C'est Michigan et Pennsylvanie, mais c'est surtout la Pennsylvanie. Avec là, c'est 19 délégués. Celui qui remportera les 19 délégués, additionné à d'autres, eh bien, on permettra d'arriver jusqu'au chiffre des 289. Et donc, on sera à ce moment-là qui sera le président. Voilà. Alors j'ai des questions par rapport à ça. Alors d'abord une remarque, c'est vrai qu'en Californie, bon, quand on est républicain, on sait qu'en effet on aura son vote ne pèsera pas lourd. Ce qui fait d'ailleurs, ce qui peut expliquer que certains républicains vont se faire plaisir. Il y a certains types de républicains à cette occasion et aller voter par exemple pour Robert Kennedy Jr. Parce que on rappelle que Robert Kennedy s'est retiré, à ma connaissance, uniquement dans les États pivots. Et d'ailleurs, il y a une polémique. Parce que dans certains États, ils ont dit « Ah non, c'est trop tard, on a les bulletins de vote, on va les mettre sur la table. » Une mauvaise foi sans nom. Mais comment, avant d'en arriver au contexte général de la campagne, justement quand même une question par rapport au fait que sur le type de campagne des candidats, Harris, clairement, si j'ai bien compris, va principalement dans les États pivots, parce que c'est là, considère-t-elle, que se joue l'élection. Il a vu jour une théorie pour Trump, mais vous allez me la confirmer, moi c'est un article dans la grande presse que j'ai pu lire, une théorie dite théorie de l'éclaboussement pour Trump, qui lui, comme à son habitude, a une tendance à casser les principes les mieux établis, et il est allé dans des États, même assez souvent ces dernières semaines, où sa chance de gagner était faible, mais où par contre ça lui permettait de faire des grands meetings et de conforter sa base systématiquement, parce qu'il considérait qu'il y aurait un phénomène d'éclaboussement et que l'énergie globale et que les échanges entre et que ça motiverait ses troupes, à la fois dans les États pivots, mais aussi dans des États où a priori ses chances de gagner sont faibles, ou au contraire, il est même allé pour conforter sa base, peut-être beaucoup plus que Harris, dans des États où c'était acquis pour lui, mais où il avait besoin de se ressourcer. Est-ce qu'il y a une différence très forte de faire campagne entre Kamala Harris et Donald Trump, Régis Le Sommier? Il y a absolument une différence, et c'est un point qui, effectivement, c'est une question très intéressante. La stratégie électorale de Trump diffère un petit peu de la stratégie qu'il avait utilisée en 2016, qui était à l'époque peut-être de faire plus comme Kamala Harris aujourd'hui, c'est-à-dire de labourer les swing states, c'est-à-dire en l'occurrence le Michigan à l'époque, le Wisconsin et la Pennsylvanie. C'était vraiment ces 3 États sur lesquels Donald Trump s'était concentré, et il avait passé les dernières journées de campagne justement à labourer ces États, à les sillonner, et donc il avait une stratégie beaucoup plus
axé vers ces États. En effet, là, ce qu'il cherche Donald Trump, ce que cherche son équipe de campagne, on l'a bien vu en agglutinant des personnalités comme Elon Musk, comme Robert Kennedy Jr. ou Tulsi Gabbard, dont on parle moins en France, mais qui a une importance considérable, notamment vis-à-vis des militaires aux États-Unis. On est dans une, et puis vis-à-vis des femmes aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup Oui. de femmes en fait dans l'entourage de Trump, même s'il y a Ivanka, etc. Mais si Mm. vous voulez, il y a aussi un problème avec le vote féminin qu'il faut aller conquérir. Là, Tulsi Gabbard peut aider Donald Trump, et en plus, elle est démocrate. Donc voilà, il y a une stratégie qui est tout le monde rêve dans cette élection. Je pense un peu moins le camp Harris qui espère être élu ric-rac que Donald Trump qui veut faire ce qu'on appelle le landslide. Tout le monde rêve de la campagne de Ronald Reagan en 1980 où il l'avait remporté dans plein d'États, où ça avait été une victoire nette face à Jimmy Carter. Voilà. Et donc Donald Trump, en allant effectivement parfois empiéter même sur les terres de son adversaire, puisqu'il a fait un meeting géant en Californie, eh bien, espère peut-être aussi justement susciter cet engouement, cet enthousiasme, dont il faut bien reconnaître une chose, c'est que depuis le début de cette campagne, vous avez un Donald Trump autour de qui tout s'articule dans cette campagne, c'est-à-dire il a pris une place centrale. C'est quelque chose qu'il sait extrêmement bien faire, hein. Même quand il était président des États-Unis, il se débrouillait toujours pour qu'il y ait une polémique ou quelque chose, de façon à ce qu'il soit médiatiquement central dans toutes les affaires du monde. Pour ce qui est de la politique américaine, il a aussi cette force de caractère, cette force de parole parfois aussi, de façon à attirer et à être présent, omniprésent. C'est une stratégie qu'il a utilisée. C'est lui, on peut le rappeler, qui a fait naître Twitter. Sans Donald Trump, Twitter serait resté dans les limbes, ou en tout cas n'aurait pas eu l'effet. Alors je parle du Twitter époque Mark Zuckerberg, aujourd'hui X, époque Elon Musk, mais c'est lui qui a fait les réseaux sociaux et c'est lui qui a su capter la modernité. Vous savez, Donald Trump a pendant cette campagne su capter l'air du temps. C'est très intéressant parce qu'on s'intéresse toujours pour les campagnes électorales aux États-Unis aux questions de dynamique. Et où se trouve la dynamique? Indéniablement, même si Kamala Harris l'emporte parce qu'il y a un réflexe et que il y a quand même aussi pas mal de mauvais souvenirs du précédent mandat Trump avec une dernière année calamiteuse, un pays à feu et à sang, des émeutes suite à la mort de George Floyd, les émeutes de Charlottesville et le point d'orgue de tout ça avec le 6 janvier et l'attaque du Capitole. On se souvient quand même que l'Amérique de Trump dans la dernière année n'a pas brillé par l'ordre, en tout cas qui régnait, et que la crise sanitaire. il est tout à fait critiquable à bien des égards. Mais cette fois-ci, il y a peut-être un Trump numéro 2 qui a vu le jour, où il sait agglutiner des personnes qui se projettent dans l'avenir. Et là aussi, c'est quelque chose de très important parce que quand on est aux États-Unis, on cherche toujours justement de savoir où est la dynamique et où se trouve la modernité. On ne peut que reconnaître que Kamala Harris, d'abord, est une candidature de substitution à un Joe Biden Oui. sénile, empêché, on va dire, révélé par ce débat de juin face à Donald Trump, où tout le monde s'est dit ce n'est plus possible que ce soit le candidat démocrate. Ce qui est d'ailleurs le plus gros scandale, à mon sens, des 2 dernières années, c'est qu'un certain nombre d'hommes politiques aux États-Unis et à l'étranger, y compris Emmanuel Macron, ont continué à faire croire à tout le monde que Joe Biden était parfaitement maître de ses Qu'il était aux prérogatives. affaires, Macron, un mois avant, un mois ou 3 semaines avant le débat, ou même après le débat. Je crois après le débat, Macron disait encore, il est aux affaires, il a une expérience extraordinaire. Ouais, tout à fait. Donc, on était vraiment, voilà, on a menti, beaucoup de gens ont menti. Il y a une sorte de coalition qui s'est faite coalition du silence pour continuer à dire, bah, finalement, on va laisser Joe Biden. Et puis, face à l'escogriffe Donald Trump avec ses excès, les Américains finiront par voter pour une continuité. On s'est imaginé qu'on pouvait continuer comme ça. En réalité, donc, ce débat de juin a été capital. C'était peut-être le tournant de la campagne. Il y en a eu plusieurs, hein. Il y a eu
les tentatives d'attentat contre Trump, il y a eu la nomination de Kamala Harris, la montée en puissance, la convention de Chicago. C'était vraiment une campagne feuilleton. Mais le plus important, c'est de considérer quoi? C'est de considérer que la dynamique de campagne a toujours été du côté de Trump et qu'il a su proposer aux Américains cette fois-ci, à la différence de la dernière fois, un véritable plan de bataille, des lignes tracées pour l'avenir avec, je répète, cette modernité où vous avez un Elon Musk qui est à la fois capable d'être à la tête du plus grand réseau social, de construire les premières voitures électriques et d'ambitionner d'envoyer l'être humain sur Mars. Là, vous êtes sur la technologie pure, vous êtes sur le génie américain, comment dire, génie fortuné, génie milliardaire, mais vous êtes dans l'ère des grands entrepreneurs, des Carnegie, etc. Et l'Amérique aime ça, l'Amérique aime se savoir leader du monde dans le développement technologique. Et moi, je rappelle souvent que le précédent à avoir promis aux Américains, à les avoir fait rêver des étoiles, c'était John Fitzgerald Kennedy, qui, dès 1961, promettait aux Américains de les amener sur la Lune, promesse tenue, puisque pas de son vivant, puisqu'il a été assassiné avant. Et là, c'est un Elon Musk qui nous dit, moi, je vais vous amener sur Mars, et qui en fait la démonstration quelque part, puisqu'on a vu ces boosters qui reviennent sur Terre, des choses technologiquement très élaborées. Et ça fait partie du camp de Trump. Sur la question des problèmes américains, et notamment des problèmes sanitaires, des problèmes liés à la santé, des problèmes liés donc à l'obésité, liés à la toxicomanie, eh bien, vous avez un Robert Kennedy Jr. qui propose justement d'arriver et enfin de s'attaquer à ces problèmes avec, reprenant le slogan de Trump, Make America Healthy Again. Donc, rendre les Américains, les rendre en bonne santé à nouveau. Donc, vous avez à tous les niveaux, autour de Trump, des gens qui proposent quelque chose, et vous avez une dynamique vers une Amérique qui se projette. Chez Kamala Harris, malheureusement, il n'y a pas eu ce cas. Alors, sa candidature a été handicapée dans le sens qu'elle n'a pas été la candidate désignée naturelle pour remplacer Joe Biden, qu'il y a eu cette conspiration du silence autour de Joe Biden et qu'il fallait surtout pas dire qu'il allait mal et qu'il n'était pas capable de gouverner. Et donc, voilà, elle a dû faire ce switch, elle s'est retrouvée sous les projecteurs à la fin août, enfin à peu près mi-août, et elle a dû faire une campagne éclair très difficile. Elle s'est plutôt pas mal débrouillée pour arriver dans une situation aujourd'hui où les deux candidats sont vraiment au coude à coude. Donc, elle a comblé le retard qu'avait accumulé Joe Biden, mais voilà, la dynamique, elle n'est pas du côté des démocrates, la modernité n'est pas du côté des démocrates non plus. Regardez le traitement médiatique les options qu'a choisi Kamala Harris, ce sont des interviews chez des médias amis, la première notamment à Dana Bash, qui est de sensibilité démocrate notoire sur CNN. Ensuite, ça a été à des Time Magazine, à des journaux, on va dire un petit peu vieux, poussiéreux, quoi, des interviews conventionnelles, convenues, avec je vous dis, des médias très sympathisants. Il n'y avait pas de surprise. Mais alors, elle n'est pas à l'aise. Je crois que vous l'avez d'ailleurs noté oui, sur votre sûr. Twitter. Elle n'est pas à l'aise dans les interviews. Je le mets en contraste avec Donald Trump, qui lui parvient à réunir près de, je crois, 20 millions de personnes autour d'un podcast d'un type qui s'appelle Joe Rogan, donc qui est très populaire dans l'Amérique profonde. Mais le nouveau public, il est là. Le nouveau public, il n'est pas chez les lecteurs de Time Magazine ou de Forbes, ni même chez le spectateur de CNN. Donc, Donald Trump, lui, donnait 20 interviews par jour. Kamala Harris s'est contentée de quelques interviews très cadrées, dans lesquelles elle a montré d'ailleurs toutes ses limites. Parce que si aujourd'hui on me demande, enfin, moi personnellement, on me demande quel est le programme de Kamala Harris, je vous avoue que je suis bien incapable de dire ce qu'elle fera une fois au pouvoir, si ce n'est continuer peu ou prou ce qui a été fait par Biden, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, des hésitations pour le Moyen-Orient pour ce qui est de l'international. On continuera, si vous voulez, avec
des gens qui gouvernent qui sont peut-être pas tout à fait ceux qu'on voit à la télé et des Anthony Blinken, etc. Donc ce sera un bis repetita de ce qu'on a vu, une attitude de l'Amérique d'ailleurs très omniprésente dans le monde, tentant justement de continuer sa place, de continuer à garantir sa place au niveau international. Voilà, avec Trump, c'est sûr que les choses vont beaucoup changer. Donc voilà, Est-ce donc c'est ça un petit peu les deux grosses différences et de voir où est la dynamique. Vous avez évoqué la question de la base qui est très importante parce que on gagne une élection quand on mobilise sa base d'abord. Ça, c'est vraiment la règle numéro 1 aux États-Unis. On va voir si la base de Kamala Harris sera aussi mobilisée que celle de Donald Trump, notamment avec l'affaire de Gaza qui a beaucoup coûté de popularité aux démocrates au niveau des campus, au niveau des électeurs jeunes qui avaient voté massivement pour Joe Biden la dernière fois. Là, il n'est pas certain que la mobilisation soit là. Il y a une candidature aussi de Jill Stein aussi qui peut venir prendre des voix à Kamala Harris, une candidate écologiste. Donc voilà, donc tout ça est dans l'équation. C'est très difficile, de toute façon, on a pu le voir dans toutes les élections et même en France, d'avoir un électorat qui est profondément divisé sur une question, telle qu'une question internationale. Si on n'arrive pas à faire le discours de synthèse, en général, moi, c'était depuis le début le bémol que je mettais par rapport à n'importe quel candidat démocrate, quel qu'il soit d'ailleurs, et même si ça a été un autre que Kamala Harris, c'est que si sur une question internationale, et là c'est le Proche-Orient surtout, l'électorat est divisé, très divisé, entre deux types d'électorats démocrates, ça va être de toute façon, ça tire à U et à Dia. C'est très compliqué. J'aimerais revenir sur les leçons justement qui pourraient être tirées. Alors on n'est pas là pour faire de la politique, mais pour revenir sur la façon dont Trump a fait campagne, mais qui diffère énormément, comme vous le dites, et c'est important aux États-Unis de partir de sa base. En Europe et surtout en France, c'est tout à fait l'inverse. On va chercher on considère que sa base est captive, on va chercher les lecteurs ailleurs. Mais est-ce que c'est pas une leçon globale qu'administre Trump, à savoir que dans son incarnation, dans ce que certains appellent son authenticité, son charisme, vous avez parlé du charisme de la star Trump, Régis Le Sommier, de faire prospérer d'abord et avant tout sa base politique. Et ça, c'est quand même, pour le coup, une constante de la façon dont Trump fait une campagne telle qu'on l'imaginait à une époque, avant d'être dans le en même temps actuel, avant de vouloir tout et son contraire. Lui, il semble avoir une idée précise et avancer par rapport à ça. Écoutez, je serais d'accord avec vous s'il remporte l'élection. On verra si On est son d'accord. pari, il y a quand même encore un doute. Vous Donc avez un doute? même Vous si avez un doute? non, Vous avez mais un doute? je pense que les signaux sont là. Après, ce qui est très inquiétant, c'est le retard, notamment chez certaines catégories de la population et dans certains États de Kamala Harris par rapport au score de Joe Biden et même par rapport au score d'Hillary Clinton, où ça s'était vraiment joué. Hillary Clinton avait remporté le vote populaire contre Donald Trump en 2016 et Donald Trump avait remporté le nombre suffisant de délégués. Donc, il avait remporté l'élection. Donc ça, mais quand on étudie un petit peu ces segments de la population, certaines minorités, les latinos, les noirs, les femmes, les habitants des banlieues américaines, qui ne sont pas d'ailleurs du tout les mêmes que les banlieues françaises, enfin, c'est plutôt inversé d'ailleurs, c'est plutôt les centres-villes qui sont très pauvres et très désaffectés, et les banlieues qui sont un peu plus cossues, on dira. Mais bon, voilà, donc tous ces électorats qui changent d'ailleurs d'un État à l'autre, avec des spécificités par État, des réalités aussi, des États industriels, des États dans lesquels il y a les nouvelles technologies. Enfin, il y a plein de configurations différentes. Et donc, tout ça, évidemment, va jouer. Mais on peut remarquer quand même que Kamala Harris a des difficultés chez des États, dans des États, je pense en particulier au vote des Noirs aux États-Unis, des hommes noirs, par exemple. C'est voilà, où il y a un manque de confiance
confiance en Kamala Harris, ou en tout cas, on ne retrouve pas, et Barack Obama d'ailleurs lui-même s'en est plaint, il n'y a pas cette dynamique qu'il y avait autour de Barack Obama. Ils ont tenté, et lui-même, Barack Obama a tenté d'insuffler, de retrouver cette étincelle qu'il avait eue avec les Américains et d'aller voir ces minorités en leur donnant de l'espoir, hope, le fameux slogan d'Obama, eh bien, on l'a pas retrouvé avec Kamala Harris, faut être clair. Donc, si vous voulez, elle gagnera peut-être, mais ça sera ric-rac, il y aura peut-être des contestations, peut-être une guerre civile. Moi, encore que bon, j'ai toujours un peu de doute, je suis toujours un peu méfiant de ces annonces. Ça y est, ça va être la guerre civile. Bon, en général, ce genre de mouvement se déclenche quand on s'y attend pas. Là, je pense qu'il va y avoir une sorte de stupeur pour un camp qui pense gagner, et l'autre, c'est toujours un petit peu beaucoup de frustration. J'imagine pas tout de suite des émeutes. Peut-être qu'elles arriveront parce que on est face, en effet, à une Amérique extrêmement polarisée, où autrefois, ben, la table familiale, on ne parlait pas de politique, on échangeait courtoisement quand on était opposé. Aujourd'hui, on ne se parle plus et il y a de la violence. Ça, c'est une nouveauté dans la société américaine sur le rapport aux politiques. En France, notre rapport aux politiques a toujours été très violent ou très confrontationnel. Aux États-Unis, c'était pas du tout ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça l'est. Donc ça, c'est des différences. Et il va falloir qu'on voit un petit peu comment mais pour ce qui est, pour revenir à ce que vous nous avez, à votre question originale, c'est sur l'histoire de Trump, rester fidèle effectivement à une ligne de conduite, comment dire, l'amender, puisqu'elle elle est quand même un peu différente de celle de 2016. Hein. En 2016, Donald Trump a pris des individus autour de lui qui étaient clairement des néoconservateurs, des gens comme John Bolton, par exemple, qui d'ailleurs l'ont trahi après et qui aujourd'hui ont peu ou prou appelé à voter pour Kamala Harris. Là on a clairement le retour avec Donald Trump, on va dire, d'une forme de nationalisme ou de patriotisme américain, avec l'idée, bon, America First, ça c'était son premier slogan, mais vraiment, c'est-à-dire que quand vous écoutez l'interview, j'encourage vos auditeurs à aller l'écouter, de Donald Trump avec Tucker Carlson, la dernière qu'il a donnée, est extrêmement éclairante sur la politique internationale et sur Alors le fait oui, que Donald Trump reconnaît les erreurs de l'Amérique. Il dit on a laissé on a laissé des morts, on n'a fait que des morts dans ses interventions. Il revient sur l'affaire de Dick Cheney, sur l'invasion de l'Irak, qu'il a toujours, et ça c'est à sa décharge une vérité, il a toujours été opposé à cette intervention en Irak. Là, son colistier J.D. Vance, lui, a toujours été opposé depuis longtemps à la fourniture d'armes à l'Ukraine. Donc, on a une redéfinition attendu si Trump est élu sur une Amérique qui, je dirais, va revenir droit dans ses bottes, remettre en avant des valeurs de patriotisme, des valeurs traditionnelles américaines de liberté. Donc, les valeurs américaines vont être, on va dire, respectées, ou elles vont revenir au goût du jour face aux concessions que Joe Biden avait pu faire, au wokisme et à toutes ces théories du genre, etc. Donc là, avec Trump, on est sur un version radicalement différent qui correspond, il faut bien reconnaître une chose, à une évolution du monde. Moi, je regardais l'autre jour à Kazan la réunion des BRICS. Il y avait à peu près, je crois qu'on a calculé, il y avait 30 délégations de pays qui étaient réunies donc à l'invitation. ça représente 5,2 milliards Voilà. d'habitants, un Donc, pourcentage du PIB supérieur au G7. Voilà, et donc ça correspond à plus de 60% de l'humanité qui est réunie. Mais ce qui était très intéressant, j'ai trouvé, c'est que quand vous aviez Narendra Modi, Xi Jinping dans la même pièce avec Poutine, vous aviez déjà plus de 3 milliards d'individus, des gens qui avaient des différends, d'ailleurs, le différend frontalier entre l'Inde et la Chine a plus ou moins été traité pendant ce sommet, mais surtout une volonté d'imposer des choses, une volonté de dire maintenant, nous, on pense comme ça, même si l'Occident ne pense pas comme ça, eh ben, tant pis. Et que face à ces gens-là, il fallait quelqu'un aussi, à mon sens, je vois mal Kamala Harris aller parler à ces gens.
Je vois en revanche Donald Trump avec sa grande gueule, avec ses valeurs, avec son côté droit dans ses bottes, finalement sera apprécié parce ce qu'on se rend compte, c'est que ces valeurs de patriotisme, alors tout n'est pas parfait. Vous faites face à des autocrates, des dictateurs, enfin on les appelle comme on veut, des gens pour qui les concepts de démocratie à l'occidental sont assez éloignés et le traitement de l'opposition pas toujours raisonnable ni impeccable, mais c'est la tendance. Et aujourd'hui, finalement, est-ce que c'est pas nous qui sommes sortis de l'histoire en abandonnant notre souveraineté et on sent bien que du côté de Trump, il y a une volonté véritable de retrouver cette souveraineté américaine et de faire que l'Amérique s'occupe d'abord d'elle-même avant d'être cet hégémon qui s'était imaginé depuis la chute de l'Union soviétique de faire la pluie et le beau temps dans le monde. Quelle pourrait être la conséquence de l'accession à nouveau à la Maison-Blanche de Donald Trump, par exemple, sur l'OTAN? Quelles conséquences sur l'Union européenne? Il semble être très inquiet. Évidemment, puisque dans le sillage de l'Amérique de Joe Biden, l'Europe a été, on va dire, clairement revassalisée par les États-Unis. Longtemps, on a voulu y voir en Amérique un grand frère bienveillant qui nous avait apporté le plan Marshall, libéré en 1945, en échange en gros, nous, on leur avait envoyé Lafayette, eux, ils nous ont envoyé les GI. Bref, on vivait sur ce mythe démenti, d'ailleurs, de nombreuses fois, démenti et expliqué par De Gaulle, d'ailleurs, en premier lieu. De Gaulle n'ayant jamais assisté à aucune des cérémonies du débarquement pour des raisons bien précises et liées aux relations franco-américaines, ou en tout cas à sa façon de les concevoir, et que l'Amérique nous a jamais fait de cadeau. Donc par rapport à ce que je pense que Trump ne nous fera absolument aucun cadeau. Mais l'avantage avec Trump, je vais vous dire, par rapport à quand on l'a déjà vu au pouvoir, et quand il était au pouvoir, il disait les choses de façon cash. Vous savez, quand George Bush s'est piqué d'aller envahir l'Irak, il n'a pas dit il faut qu'on mette la main sur ce pays pour la question des richesses, la question par rapport à l'Iran, etc., pour des raisons ou à la fois géopolitiques ou économiques, ou tout ça mélangé. Il a dit non, c'est pour faire don de la liberté au peuple irakien face à un dictateur dont l'Amérique et l'Occident, c'était, en l'occurrence Saddam Hussein, avec lequel on s'était accoquiné, au point que le dictateur lui-même, quand on l'a attaqué en 91, on en a été le premier surpris de ce volte-face de ses anciens alliés, de ceux qu'il avait soutenus quand il représentait un bouclier face à l'Iran. Eh bien là, tout à coup, on le lâchait. Bref, ça a été la même histoire avec Kadhafi, ou à peu près. Et donc en fait, là, clairement, la politique d'intervention, la politique on ne peut pas rien faire, il faut déployer des troupes, il faut amener. Avec Trump, il n'y a plus cet argument. Il n'y a plus cet argument de la liberté pour les Irakiens, de la démocratie qu'on vient faire, dont on vient. C'était les arguments. Souvenez-vous, en 2003, oui, bien sûr. The gift of democracy, le cadeau de la démocratie. C'est-à-dire, on participait encore de cette suprême arrogance occidentale de dire on va vous faire le cadeau de notre système qui forcément est meilleur que le vôtre, meilleur que n'importe lequel dans le monde. Et quand Trump est arrivé au pouvoir, c'était terminé. C'était d'abord combien ça me rapporte, combien ça me coûte, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Amérique, ou si c'est pas dans l'intérêt de l'Amérique, on arrête. Il y a eu des choses d'ailleurs sur lesquelles Trump s'est accroché. Moi, je me souviens de l'exemple le livre du général Mattis, qui a été son secrétaire à la Défense, qui racontait qu'à chaque fois, Donald Trump revenait sur la question de la présence de 40 000 soldats américains sur la DMZ, la zone démilitarisée en Corée. Et à chaque fois, Trump dit, on a 40 000 mecs qui sont là-bas, ça nous coûte un pognon dingue, ça sert à quoi? Et Mattis lui expliquait, il dit, si on enlève ces 40 000 types et que la Corée du Nord tire une fusée, on saura qu'elle a tiré une fusée, mais 2 minutes trop tard. Et ces 2 minutes-là, la fusée peut percuter Tokyo. Donc Trump disait, OK, bon. Et puis à chaque fois, il revenait, il disait, mais pourquoi
combien ça coûte, etc. Et puis un jour, il s'est levé, je pense qu'il avait dû lire une étude qui expliquait que l'Allemagne prenait les 2 tiers de ses hydrocarbures à la Russie, achetait les 2 tiers de ses hydrocarbures à la Russie. Puis il s'est dit, mais quand même, c'est complètement dingue. On assure la sécurité de ce pays qui ne veut pas d'armée, qui est l'Allemagne, qui nous délègue sa sécurité et qui va acheter ses hydrocarbures chez nos adversaires. Donc du coup, il a commencé à mettre en cause l'OTAN, il a commencé à remettre en cause un certain nombre de... Voilà, mais c'était dit de façon cash, si vous voulez. La précédente l'hypocrisie démocrate. Voilà, la précédente administration républicaine mettait toujours des pincettes, faisait encore des communications. Regardez toutes les séries de révolutions de couleurs aussi, où on vient nous expliquer qu'il y a des combattants de la liberté qui se soulèvent, en général contre des alliés de Poutine ou apparentés. Voilà, et on nous sert le même coup. Hein. Ces agences de communication américaines sont très efficaces. Hein. On le voit très très bien avec la Géorgie, la Moldavie, etc. en ce moment. Je crois que vous en avez parlé un petit peu avant. Très rapidement. On est totalement dans cette dynamique-là, avec en plus des alliés de cette conception, des alliés des néoconservateurs en France. Parmi les journalistes, il y en a un paquet, je vais pas tous les citer, mais voilà, donc il y a toujours cette idée, le camp du bien contre le camp du mal, alors qu'en fait, on assiste aujourd'hui à une recomposition du monde totale dans laquelle quelqu'un comme Donald Trump, avec ce patriotisme, avec ses valeurs et avec son idée de souveraineté américaine, de message américain au monde, peut-être moins interventionniste, mais plus régulateur de paix, me paraît être une bonne chose et me paraît s'inscrire dans une paix durable. C'est ça qu'il faut qu'on trouve. On est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête d'envoyer de l'argent, d'envoyer des missiles, de petit à petit s'engager davantage vers la Russie, parce qu'on sait très bien qu'il y a la Chine derrière et que ces deux pays, notre action les a soudés. Et aujourd'hui, il faut retrouver un dialogue, et en tout cas un dialogue ferme, mais en tout cas, il faut que l'Occident, avec à sa tête les États-Unis, retrouve voix au chapitre de façon, on va dire, plus raisonnable. Régis Le Sommier, je sais que vous devez partir dans à peu près une dizaine de minutes. Donc, j'avais en fait, avant de terminer et de vous demander un pronostic plus ou moins sur, même si c'est très compliqué, ou revenir terminer sur les États-Unis, profitez quand même de votre expertise sur la Russie justement et sur l'évolution du champ de bataille actuellement, et poser finalement la question. Alors, quelle est l'évolution du champ de bataille? On a l'impression que la Russie avance de plus en plus vite, et est-ce que réellement, si Trump était élu, est-ce que pour autant Vladimir Poutine accepterait d'arriver maintenant à une table des négociations? Il a été dit à un moment donné, après l'attaque sur l'oblast de Koursk, que c'en était fini de la négociation, et que Poutine ne visait plus qu'une seule chose, c'était la capitulation de l'Ukraine. Est-ce que réellement ça changerait beaucoup de choses dans la volonté de Vladimir Poutine d'aller dans le dur, hein, c'est le cas de le dire, en Ukraine, et que ça tempérerait ses actions si c'était Trump plutôt que Harris? C'est très difficile à dire. C'est très difficile. Actuellement, en effet, vous avez raison de souligner qu'au moment de l'attaque sur l'oblast de Koursk et le saillant de Soudzha, Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov, les deux, avaient insisté sur le fait qu'il n'y avait plus de négociations possibles avec l'Ukraine, et donc c'en était terminé. Je crois que depuis, il y a eu des propos plus mesurés, en tout cas laissant la porte à une éventuelle négociation. Poutine a dit qu'il était intéressé par le plan de Trump, ou en tout cas il l'a fait pressentir, sans s'engager véritablement, et vous avez entièrement raison de dire que rien ne garantit qu'au vu de la dynamique imprimée par les Russes en ce moment, on va aller, et ni même que c'est dans leur intérêt de rechercher une négociation et un processus de paix actuellement. Alors, je parle des progrès, je parle des objectifs effectivement de démilitarisation de l'Ukraine, puisque c'était l'objectif fixé, dénazification, démilitarisation. On est voilà. Mais ce qui est comment dire, aujourd'hui manifeste, c'est que plus la guerre se prolonge, plus ça se fait au détriment de l'Ukraine.
On voit bien, on a tous vu ces scènes, d'ailleurs assez peu commentées dans les médias français quand vous y réfléchissez, mais qui sont véritables, que les médias anglo-saxons, eux, ont commenté beaucoup plus, sergents recruteurs, allant à la sortie des concerts pour, rafler, des hommes en âge de combattre et les envoyer sur le front. Donc cette pénurie d'hommes, chez les Ukrainiens, elle est claire. Le fait que, il y a des signes que le front, notamment au sud de Donetsk, pourrait, s'effondrer et là, c'est des constats de terrain, que j'ai pu faire, en me rendant à plusieurs reprises dans le Donbass, que, les forteresses du Donbass, ont été à peu près, enfin pas toutes étaient conquises encore, par, les Russes, mais que, après la prise d'Avdivka, la percée et la prise de kilomètres carrés était beaucoup plus importante qu'après celle de Bakhmout. Bakhmout est très important, restera un pivot de la guerre. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là où l'entêtement du général Syrski, qui n'était pas à l'époque chef d'état-major de l'armée ukrainienne, a saigné véritablement l'armée ukrainienne, l'empêchant d'avoir les troupes nécessaires pour faire efficacement sa contre-insurrection, sa contre-offensive Contre-attaque. de l'été 2023. Contre-offensive aussi dont on peut douter aussi de l'efficacité, hein. On se rappelle de Patton, avec la percée d'Avranches, où il avait concentré 20 divisions, effectué 1500 raids aériens, et concentré 20 divisions pour percer sur 8 kilomètres. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Il y a eu quatre endroits où les Ukrainiens ont tenté de percer. Ça a coûté beaucoup d'hommes aux Russes. Ça a été quand même une belle boucherie. Et donc, des deux côtés, Bakhmout ayant usé l'armée ukrainienne n'a pas eu les forces nécessaires ensuite pour repartir à l'assaut, ou en tout cas être le plus performante possible. Et c'est la même chose à Koursk. Et c'est la même chose à Koursk actuellement. Enfin, c'était une tentative audacieuse, effectivement, de surprendre l'adversaire. Il y avait du Sun Tzu dans cette histoire, le retour de la guerre de mouvement par rapport à la guerre d'attrition que font les Russes. Ça aurait pu marcher si les Russes ne s'étaient pas mobilisés à temps et avaient laissé les choses se développer. En réalité, il y a eu beaucoup de morts, hein, à Koursk, hein. Une équipe d'Omerta, d'ailleurs, prépare actuellement un documentaire sur cette bataille et l'enjeu justement de la centrale nucléaire de Koursk, que les Ukrainiens ont imaginé prendre pour justement les changer, ou en tout cas établir un rapport de force par rapport aux Russes qui contrôlent Energodar, c'est-à-dire la plus grande centrale ukrainienne du côté de Zaporizhzhia. Et donc, si vous voulez, actuellement, pour terminer, ce que j'ai vu moi dans le Donbass, c'est que les dernières, après Avdiivka, la Russie avance vers Pokrovsk, vers Toretsk, a repris Vuhledar. C'est-à-dire qu'en fait, les derniers bastions ukrainiens qui sont fortifiés depuis 2014 sont pratiquement assiégés, ou en tout cas les troupes russes sont presque au pied de ces derniers bastions. Et la difficulté pour les Ukrainiens, et on n'en parle pas assez, je trouve, c'est la question du relief. Le Donbass est une terre au relief très escarpé, avec justement des ressources naturelles assez dues justement à cette géographie, du charbon, des minerais, etc. Des usines aussi qui permettent de faire des lignes de défense quand on est dans une guerre, des friches industrielles un peu partout. Après la chute de Pokrovsk, par exemple, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, c'est la plaine. C'est la grande plaine d'Ukraine, à blé, qui s'arrête au Dniepr. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle les Russes n'iraient pas au Dniepr. Aucune raison. Et les Ukrainiens n'auront pas de possibilité de retrouver des lignes de défense avant que cette ligne de défense naturelle, qui est un fleuve, puisse leur permettre d'arrêter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes peuvent potentiellement prendre un tiers du territoire ukrainien. Et là, ça sera plus de la guerre d'attrition, ça sera vraiment de la guerre de mouvement. Pour le moment, les Russes, en fait, leur objectif, c'est de détruire l'armée ukrainienne, si vous voulez. On dit souvent, ah oui, ils sont à la peine. J'entends depuis, comme vous, depuis 2 ans et demi, toutes les imbécilités
été sortis par les pseudo-experts qui sont jamais sortis de leur bureau sur LCI, et vous avez des gens qui vous expliquent, ah oui, non, en fait, les Russes, si vous voulez, ils font des carrés, ils détruisent. Leur objectif, c'est de détruire. Ça a toujours été dans le manuel des soviétiques. Alors, vous me direz, ils ont fait aussi des superbes contre-offensives pendant la Seconde Guerre mondiale, où là, on était beaucoup plus dans la guerre de mouvement, mais aussi à Koursk, précisément, en 1943, ils ont usé l'armée allemande. Ils ont vraiment cassé l'armée allemande. On parle toujours de Bagration en Biélorussie comme étant le coup de grâce, mais je pense que la bataille de Koursk, qui a été la plus grande bataille de chars de l'histoire, a été le début de l'usure définitive de l'armée allemande, et c'est les Russes qui l'ont fait. Donc les Russes, ils savent casser. Il y a un vieux proverbe militaire russe qui dit pas un pas sans un canon. Donc c'est l'artillerie, c'est l'obus, c'est l'acier, et on casse. Et c'est ce qu'a fait la Russie depuis le début à Bakhmout: user l'armée ukrainienne, user les troupes, s'attaquer au matériel, détruire le matériel livré par l'OTAN, et c'est ce qu'elle continue à faire. Sauf que là, on arrive à un point critique où les dernières forteresses sont assiégées, et qu'ensuite, eh bien, rien n'empêchera aux Russes d'avancer et de prendre des terres encore plus sur l'Ukraine. Donc, qui a intérêt à négocier aujourd'hui? À mon sens, c'est l'Ukraine. Voilà. Donc on verra si tous ces éléments seront pris en compte par Trump. On verra comment les choses vont pouvoir s'articuler, quel va être le rôle de l'Europe. Est-ce qu'on va continuer dans cette espèce de fuite en avant, insufflée par Madame von der Leyen, qui nomme comme chef de la diplomatie Madame Kallas, l'ancienne première ministre estonienne, qui sont des gens farouchement anti-russes, des Finlandais, etc. Donc il y a des extrémistes, des gens qui veulent continuer la guerre jusqu'au bout. On ne sait pas très bien d'ailleurs jusqu'à quel bout, et on ne sait pas très bien comment les choses pourraient s'inverser, parce que même si on rentrait dans ce conflit, nous, militairement, on n'a pas les moyens ni l'effectif. Vous savez, Staline disait à propos du Vatican, combien de divisions? Aujourd'hui, on pourrait dire à propos de l'Europe, combien de divisions? Combien de divisions pour aller affronter une armée qui est en guerre depuis 2 ans et demi, et qui, au contraire, oui, a certes perdu des hommes et des équipements, mais maîtrise aujourd'hui, comme l'armée ukrainienne d'ailleurs, à merveille la guerre des drones. Toutes les nouvelles technologies sont employées sur le champ de bataille, et la Russie est l'armée peut-être la plus puissante au monde aujourd'hui. Je pense que même pas l'armée américaine n'a pas les capacités. En tout cas, elle a les moyens financiers, elle a la puissance, elle a les outils, mais en termes d'expérience militaire, les 2 ans et demi qui viennent de passer les Russes, qui ont renversé la vapeur d'ailleurs, qui ont appris de leurs erreurs, eh bien, font qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'armée la plus redoutable au monde. Régis Le Sommier, vous gérez votre temps, mais si je peux encore profiter de vous 5 minutes, de vos expertises, cette fois-ci au Proche-Orient, et toujours en relation avec les élections américaines, Alors, dit... pas 5 minutes, mais je vais... Alors, 5 minutes, ouais. La question va être très courte. J'ai lu que Benjamin Netanyahou n'avait qu'un seul espoir, c'est que Trump gagne l'élection américaine. Est-ce que c'est bien vrai, ça, Régis Le Sommier? Est-ce que l'élection de Trump ferait de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement un gouvernement heureux, ou bien est-ce que c'est plus compliqué que ça? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, les relations entre Trump et Netanyahou ne sont pas des relations extraordinaires. Elles ont été bonnes à une époque, à l'époque où, souvenez-vous, Donald Trump avait ramené l'ambassade de Tel Aviv jusqu'à l'ambassade américaine jusqu'à Jérusalem. Donc il a fait des concessions, il a fait énormément de concessions au gouvernement israélien, et donc on est dans une situation où il sait que les 2 hommes se sont fâchés. Vous savez, avec Benjamin Netanyahou, c'est souvent le cas. Regardez Emmanuel Macron qui en fait un cas personnel aujourd'hui de sa mauvaise relation avec Benjamin Netanyahou. Donc il y a quand même voilà, c'est des forts caractères. Maintenant, Trump, là où Trump a un avantage peut-être sur Netanyahou d'ailleurs, même, et une manière de le
faire rentrer un petit peu, faire revenir à la raison, ou en tout cas limiter ses ambitions, ou les ambitions de sa droite fondamentaliste qui est derrière lui et qui lui permet de maintenir au pouvoir, de continuer à être Premier ministre, eh bien c'est que Trump a déjà proposé et déjà mis en place un plan qui s'appelait les accords d'Abraham, qui ont été signés à Riyad, en Arabie Saoudite, et qui ont permis de rapprocher, en tout cas à l'époque, Trump avait vanté ce plan préparé par son gendre Jared Kushner, Kushner, oui, pardon. Ouais, Kushner, Kutcher, ouais. voilà. Et donc le mari d'Ivanka, et qui a permis à Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis, au Maroc, de renouer des liens diplomatiques avec Israël, enfin en tout cas de nouer des liens diplomatiques avec un État qui était considéré comme pour la plupart de ces pays, comme une hérésie dans la région. Donc ça a permis quand même que le monde arabe dialogue, ou en tout cas qu'il y ait un rapprochement avec Israël, rapprochement qui devait se faire d'ailleurs avec l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, ce rapprochement avec l'Arabie Saoudite n'est pas sans lien avec le 7 octobre. C'est-à-dire que le Hamas a considéré sans doute, et Yahya Sinwar en particulier, que une prise de contact, en tout cas une mise en relation de l'Arabie Saoudite avec Israël, serait fatale à la cause palestinienne et au Hamas. C'est-à-dire que ça se ferait sur le dos des Palestiniens, d'où peut-être l'hypothèse du déclenchement du 7 octobre, et des pogroms. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est que ces accords d'Abraham ne peuvent pas se faire sans les Palestiniens. Le problème du plan Trump avant, c'est que on laissait aux Palestiniens des lambeaux de pays étriqués, et que finalement comment dire, ça ne pouvait pas aboutir, on ne pouvait pas aboutir à une paix durable. En revanche, je vois qu'aujourd'hui, reprendre cette hypothèse avec des incitations financières, avec ce que l'Amérique est capable de faire diplomatiquement dans la région, on peut peut-être reprendre ces plans, de même qu'il faudrait reprendre Minsk pour l'Ukraine, retravailler sur un plan de paix peut-être avec voilà, en prenant ce qui a déjà été fait. Et bien là, il y a des accords, et c'est Trump qui en était à l'initiative. Donc peut-être que ça va permettre comment dire, de redémarrer des choses, et que peut-être que Donald Trump, je ne sais plus qui disait, mais qu'il mériterait plus le prix Nobel de la paix que Barack Obama. C'est peut-être vrai, on verra, l'avenir le dira. D'abord, l'avenir le dira s'il est élu, et Oui. ensuite l'avenir le dira s'il est capable d'arrêter ces guerres et d'être l'homme de paix qu'il dit être, qu'il dit vouloir être. Voilà. Et qu'il a été pendant 4 ans, ou qu'il a commencé à être pendant 4 ans, oui. tout du moins. Un pronostic pour finir? Écoutez, j'ai dit, moi, ce qui m'inquiète chez Harris, c'est l'écart, je ne suis pas le seul à penser ça, par rapport au sondage, et à là où on était Joe Biden en 2020, et même Hillary Clinton avant. Il semblerait que Trump ait une dynamique autour de lui. Maintenant, les écarts sont infimes, donc je pense qu'on va avoir encore le droit à une nuit de suspense, comme on les connaît avec ces nuits américaines. Il faut s'apprêter à prendre un bon thermos de café et à être devant sa télé, ou à en parler. Mais moi, je serais aussi beaucoup. J'encourage d'ailleurs vos auditeurs à se brancher sur CNN, même si certains, j'imagine, n'aiment pas CNN, mais sur CNN, vous avez quelqu'un qui s'appelle John King, qui est un petit peu le roi des cartes électorales, qui a une sorte de carte sur laquelle il zoome et il explique quel comté est en train de passer bleu alors qu'il était rouge avant, etc., etc. Et on voit toute la dynamique électorale comté par comté, avec ceux qui rendent leur verdict très tôt et ceux pour lesquels il faut attendre. Le comté de Miami-Dade, par exemple, était un des comtés qui donnait le plus tard, et donc sur lesquels il y avait beaucoup de
population, et donc la Floride, à l'époque où elle était un État pivot, eh bien, était décisive. Donc on attendait, c'est là d'ailleurs où s'est jouée l'élection de 2000 entre Gore et Bush. Donc voilà, ça va être passionnant de voir ces cartes se remplir, les couleurs un peu trompeuses, parce qu'il y a toujours beaucoup de rouge, ce qu'on appelle les États carrés ou les flyover states, c'est-à-dire ceux dont on s'intéresse pas beaucoup quand on est européen, qu'on va aux États-Unis, les Kansas, l'Idaho, l'Iowa, l'Illinois, ces États-là, le Missouri, le Kentucky. Bon, on va voir ça, évidemment, normalement, se colorer en rouge. Et puis après, bah, il va y avoir l'Ohio moins, peut-être aussi moins swing state, mais la Pennsylvanie, je le disais, le Michigan, la Géorgie, l'Arizona, le Nevada, ça, c'est les États qui vont compter, et on va suivre ça toute la nuit. Voilà. La Pennsylvanie, ça va être l'État qui va déjà donner une indication, le premier, je crois. Oui, enfin le premier, encore une fois, la Pennsylvanie n'est pas connue pour rendre son verdict très tôt non plus. Ah oui. Donc, si ça se joue à quelques milliers de voix, il y aura peut-être des contestations, il y aura peut-être voilà, tout ça va être voilà, on va attendre, on va voir comment les choses. Peut-être que ça se décidera beaucoup plus rapidement si il y a clairement une dynamique, enfin si clairement dans ces derniers jours de campagne, l'un des candidats a réussi à séduire plus les Américains. En tout cas, il y a une tendance claire dans votre dernier magazine, la dernière livraison de votre magazine Omerta, avec le titre « Trump, l'Empire contre-attaque ». C'est une indication comme une autre. Oui, alors c'est une indication, c'est surtout, on a voulu traiter le phénomène Trump, et on a voulu traiter l'Amérique aussi, parce qu'il y a effectivement on analyse Trump parce qu'on considère que il s'agit du phénomène américain cette année, mais avec des implications mondiales, on l'a dit, hein, mais aussi on a beaucoup traité dans ce numéro des ingérences américaines, sujet dont on parle peu. On parle toujours des ingérences du Qatar, de la Russie, de la Turquie ou d'autres pays en France. On parle assez peu des ingérences américaines. On a même fait un documentaire qui s'appelle L'ami américain, justement, pour expliquer ces relations un peu particulières, et que, bon, cet ami, pas toujours très reconnaissant vis-à-vis de son ami. Parfois un faux ami. Voilà. Donc tout ça est dans le livre, dans le magazine, et j'encourage évidemment. Vous pouvez encore le trouver, l'acheter en kiosque. Il est disponible dans 5000 points de vente en France. Voilà. Très bien. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Régis de vous être rendu disponible pour cette matinale. Et à très bientôt. À vous aussi, excellente journée. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.